Bien, eh bien, je vous propose de commencer le grand tour de ce midi où nous aurons deux orateurs, professeur Ivan Latem et le docteur Jean Gérin, qui vont nous parler d'un sujet, comment dirais-je, préoccupant. Et donc, qui est la résistance aux antibiotiques. Et comme vous le verrez sans doute dans le courant de l'exposé, on risque de se trouver véritablement dans une situation potentiellement dramatique en termes de mortalité mondiale liée à la résistance aux antibiotiques. Donc j'imagine qu'il y aura un volet diagnostic dans votre exposé et puis il y aura un volet thérapeutique. Je vous cède la parole. Merci, oula, non. Merci Elie. Le volet diagnostic, je ne sais pas s'il aura beaucoup d'importance, il y aura surtout un gros volet épidémiologique au départ et quelques ébauches de solutions par la suite. Alors, il y aura beaucoup de figures, il y aura beaucoup de cartes. J'essaierai de vous en montrer la substantifique moelle, si on peut dire, de manière à ce qu'on puisse un peu parcourir ensemble les données actuelles qui font penser que la résistance aux antibiotiques pourrait, dans les années qui viennent, peser d'un poids aussi lourd que des pathologies autres, peut-être pas totalement aussi, mais enfin s'approcher du cancer ou d'autres pathologies du même style. Alors, le problème de la résistance aux antibiotiques, et un premier point, je pense que nous, on doit se rendre compte ici, c'est que, égoïcentriquement parlant, comme on est, c'est pas un problème simplement chez nous, c'est un problème partout dans le monde. C'est un problème qui est encore plus important dans les pays à bas revenus ou à moyen revenu. Et donc, une fois de plus, le monde est un village, on le reverra. Ils ont des problèmes qui sont liés à l'emploi des antibiotiques, hein, les antibiotiques qui arrivent de manière parfois extrêmement curieuse. Je me souviens d'un séjour dans un pays, c'était en Ouzbékistan, où c'était en fonction de ce que les Russes leur donnaient comme type d'antibiotique. S'il fallait la pneumonie se traiter à la ceftazidime, par exemple. Ça dépend aussi de l'argent que l'on a pour les payer ou pas. Et donc, ils ont des problèmes d'hygiène, ils ont des problèmes d'eau non potable et autre chose. Il y a eu plusieurs équipes qui sont penchées là-dessus, dont des gros papiers qui ont été publiés en 2022 et en 2024 dans le Lancet, et c'est sur eux qu'on va se baser pour les figures qui vont suivre, d'un groupe qui s'occupe globalement de l'impact mondial d'un certain nombre de problèmes de santé, pas seulement la résistance aux antibiotiques, mais celui qui s'occupe de la résistance aux antibiotiques. On publie essentiellement deux gros papiers, hein, en février 2022 et en septembre 2024, montrant dans celui de février 2022 que on pouvait déjà dire qu'il y avait à peu près 5 millions de décès associés à des problèmes de résistance en 2019 et qu'il y avait un gros million de décès qui étaient directement liés à la résistance. Et vous voyez ici les zones du monde où d'une part on a ce qui est le plus grand associé, le plus petit directement lié, mais vous voyez que l'Afrique paye un lourd tribut puisqu'à peu près tout ce que vous voyez ici, c'est Africa, Africa, Africa suivi effectivement d'une partie de l'Asie, l'Asie du Sud, ce qui globalement est seulement le sous-continent indien pour être clair, et puis les autres pays suivent. Mais donc, effectivement, les pays en voie de développement payent un tribut qui est clairement plus lourd que celui que nous, pays développés, avons à payer. Alors, quel type d'infection? Mais ce sont les infections respiratoires, on s'en doute, c'est parmi les plus fréquentes de par le monde. Ce sont les septicémies que vous voyez ici, ce sont les infections intra-abdominales. Et ça, c'est le tiercé de tête, de celle qui, à nouveau, donne une mortalité attribuée versus associée par rapport à ces problèmes de résistance. Et quels sont les microbes dans le pas dire le trio infernal, cher à Jacques Sternon à l'époque, mais on a plus qu'un trio infernal ici. On a Escherichia coli, que vous voyez là, le staph doré, et le Klebsiella, suivi du pneumocoque qui va un peu sur un certain déclin. On va en parler par la suite. Alors, on va se concentrer sur la partie supérieure de la diapositive. Sorry pour le fait qu'il y a un gros poids ici, mais celle-ci est parfaitement plus lisible. Ça, ce sont les données qui existent et ça, ce sont des modèles à partir des données. Ce qui fait qu'il n'y a pas de zone blanche comme dans de nombreux pays qui ne donnent pas ou qui n'ont pas les données en question. Que voit-on pour la résistance du staphylocoque à la méticilline? Allez, MRSA pour être un peu plus clair dans les acronymes. Mais on voit que ce n'est pas un réel problème. C'est en bleu, moins de 5% en Europe. On verra l'Europe plus en détail par la suite. Mais on verra qu'aussi ici que certains pays comme les États-Unis, le Mexique, pas mal de pays d'Asie, du Sud-Est, du Proche-Orient et du Moyen-Orient, et on a ici à gauche et à droite des pays d'Afrique, ont un taux de résistance qui atteint ou dépasse les 30, 40, 50%, ce qui est effectivement extrêmement préoccupant, entre autres pour les traitements ambulatoires. Si on prend les Escherichia coli, donc on passe au gramme négatif, résistance simplement au fluoroquinolone,
antibiotique important, surtout par sa forme orale, comme on le sait, eh bien, on se rend compte que, en prenant ceci qui est peut-être plus facile à lire finalement, on a des taux de résistance qui sont assez colossaux en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, et que le Proche et le Moyen-Orient, comme l'Afrique, sont loin d'être des zones calmes à ce niveau-là. Prenons les Escherichia coli résistants aux céphalosporines de troisième génération, ceftriaxone, cefpotaxime, ceftazidime par exemple. Que voit-on à nouveau? Eh bien, on voit que si c'est relativement calme dans nos régions, c'est pas du tout la même chose, non seulement d'une partie qui n'est pas l'Asie, mais qui est l'URSS que vous voyez ici, en Chine, en Mongolie, ou pour que ça brûle encore un peu plus, dans tout ce qui est Asie du Sud ou une partie de la Corne de l'Afrique. C'est les Klebsiella résistants aux céphalosporines de troisième génération. Ça, c'est très clair. C'est tellement brûlé qu'il n'y a plus rien à consommer, si on peut dire. Il y a des larges zones du monde où la résistance dépasse les 50%. Donc, traiter une infection sévère à Klebs par une ceftriaxone, c'est autant dire, c'est de l'eau bénite. C'est de l'eau bénite aussi bien qu'on voyait en URSS, en Asie, au Proche, au Moyen-Orient ou dans une large zone d'Afrique. Dans les premières données que nous avons sur Bukavu, on a fait un petit labo récemment avec les gens du LHUB, on a effectivement des Klebs qui sont systématiquement résistants aux céphalosporines de troisième génération. Et donc, on est parti là pour des carbapénèmes ou des autres associations de loin indisponibles dans les zones en question pour des raisons de prix, entre autres. Donc, réelle problématique. On a les Klebsiella résistants au carbapénème, pratiquement donc la dernière zone que l'on peut avoir. Mais vous voyez que le bleu, c'est bien. Bah, nous, c'est pas un réel problème pour l'Europe comme on le voit. C'est pas encore un réel problème, heureusement, pour l'Afrique, essentiellement parce qu'on ne les emploie pas et parce qu'ils sont peu disponibles sur place. Mais on voit que dans certaines zones du monde déjà, la couleur commence à ressembler à un petit feu. Alors, ce poids donc de la résistance, il est lié, on l'a vu, à différents pathogènes, surtout là, le Klebsiella, un peu le colis dans certaines parties. Pour les grammes positifs, c'est le MRSA qui est clairement la problématique dans certaines parties du monde. Et on l'a souligné, entre autres pour le Klebsiella, la résistance au carbapénème, une des dernières lignes que nous avons, devient de plus en plus préoccupante dans différentes super-régions de l'OMS. Globalement parlant, cette résistance augmente pour les gens de plus de 5 ans, donc pour les enfants âgés ou les adultes, alors que seule bonne nouvelle, globalement, pour les moins de 5 ans, les mortalités infantiles sur sepsis ont nettement diminué depuis les 30 dernières années. Et c'est ce qu'on voit dans cette partie ici, la diapositive, puisque les jeunes, c'est tout ce qui est ici, ben avec chez les jeunes entre 1920, en 1990, excusez-moi, et 2020, c'est ça que je voulais dire, eh bien, vous voyez qu'effectivement, le nombre de décès a fortement diminué dans le cadre d'un sepsis, alors que par contre, pour différentes raisons que l'on peut soupçonner, ne fût-ce que l'âge qui s'accumule et le nombre de personnes âgées qui s'accumulent, il a clairement augmenté pour les personnes de plus de 70 ans que vous voyez dans cette espèce de bleu militaire ici. Autre manière de le dire, ça, ce sont effectivement les mortalités associées, mortalité attribuable de l'autre côté, mais les deux schémas sont pratiquement symétriques. Vous voyez ce qu'il était en 1990, vous voyez ce qu'il était en 2021, mais avec ça clairement diminué dans les enfants de moins de 5 ans, alors que ça a clairement augmenté dès qu'on dépasse les 50, 55 ans, ce qui veut dire qu'à part pour nos jeunes médecins ici présents, ceci nous concerne pour beaucoup d'entre nous ici présents. Et si on regarde, autre manière de le dire, ce qu'il en est par rapport aux germes impliqués, concentrons-nous sur les plus de 5 ans pour commencer, on verra la deuxième partie par la suite, on se rend compte que le pneumocoque qui est ici en bas, bah, il ne diminue pas très clairement, dans certains cas il augmente un tout petit peu, que surtout dans certaines parties du monde, le staphylocoque, qui est la deuxième partie, augmente très clairement. On voit que ce n'est pas le cas en Europe, mais c'est dans le cas de beaucoup d'autres parties du monde, et que d'autres germes jouent un rôle de plus en plus important. L'Escherichia coli que vous voyez ici augmente au cours du temps, lui aussi en proportion. Vous les avez ici, les Escherichia coli qui passent de 11 à 14% entre autres, et le pneumocoque qui stagne et lézarde un petit peu au cours du temps, alors que le staphylocoque passe de 13 à pratiquement 19%. Si on prend chez les enfants, le pneumocoque s'effondre. Pas chercher très loin, vous savez que la vaccination pneumococcique, y compris dans les pays en voie de développement, est implémentée actuellement. Et on verra d'ailleurs l'impact de la vaccination dans la lutte contre la résistance par la suite. Jean va vous en parler, on va vous l'évoquer, entre autres. Et vous voyez que globalement parlant, chez les enfants, on a heureusement une évolution qui est plutôt dans le bon sens. On va avancer un petit peu.
Qu'est-ce qu'on a donc au point de vue des pathogènes? Mais vous voyez qu'une partie des pathogènes augmente et une autre partie, à peu près du même proportion, diminue. Ce qui diminue, c'est surtout le pneumocoque. Ce qui augmente, c'est surtout le staph doré. Et on va dire par la suite les Klebsiella et les Klebsiella multirésistants. Alors, deuxième papier qui vient de sortir et qui, je pense, une des raisons pour lesquelles Ellie a fait ce grand tour, sorti en septembre dans le Lancet, qui estime un peu ce qui pourrait se passer jusqu'en 2050, en intégrant pas mal de paramètres pour plus de 200 pays. Et ça nous montre on craint, ce sont des projections, hein, ce ne sont jamais que des modèles mathématiques, qu'on craint d'avoir de l'ordre de 8 millions, certains disent 10 millions de morts associées. Et on sait bien ce qu'associé veut dire. On a eu des morts associées au Covid aussi. On ne savait pas si c'était le Covid qui était en cause ou pas. Et de morts directement liées de l'ordre de 2 millions qui se centreraient à ce moment-là beaucoup plus sur l'Asie du Sud-Est, sur l'Amérique latine, on va le voir, et en partie sur l'Afrique, parce que l'Afrique surtout va avoir une population qui va augmenter très fort dans les décennies qui sont devant nous et qui va toucher essentiellement à nouveau les personnes de plus de 70 ans. Alors, voilà les mortalités attribuables, donc on a la vraie mortalité. Prenons 1990 et vous voyez qu'effectivement, là, on a un foyer qui est extrêmement clair de problématiques au niveau africaine, plus une problématique au niveau de l'Asie du Sud. Prenons 2021, maintenant va-t-on dire, mais vous voyez que cette problématique existe encore dans une partie de l'Afrique, que les couleurs, je vous prends la couleur jaune, c'est l'ordre de 10 à 20 à peu près, existent aussi au niveau de l'Asie du Sud. Qu'est-ce qu'il y en est si on projette sur 2050? Eh bien, on se rend compte que les couleurs changent totalement pour l'Amérique latine au sens large du terme, surtout pour l'Amérique du Sud, qu'elle change totalement aussi pour une partie de l'Europe qui est l'URSS et qu'elle est fortement impliquée pour l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est que vous voyez ici. Les couleurs se clarifient un peu pour l'Afrique, mais à nouveau, en pourcentage, le poids va être plus important, on le verra par la suite, parce que la population qui va le plus augmenter de par le monde, c'est la population africaine. Donc, un pourcentage moindre sur une population qui augmente, ça fait toujours beaucoup de monde. Et vous voyez ici que ce beaucoup de monde, effectivement, pourra atteindre, dans certains cas, des chiffres proches de ceux du cancer. Et vous voyez que c'est le cas tant globalement que dans des pays à haut revenu. Les échelles ne sont pas les mêmes, hein. Aucune échelle n'est la même. Donc ne comparez pas les courbes l'une avec l'autre. C'est simplement à voir par la courbe elle-même. C'est vrai pour l'Afrique subsaharienne aussi, comme c'est le cas pour d'autres raisons, mais on voit que c'est particulièrement vrai pour l'Amérique latine, comme on l'a ici, par exemple, ou pour l'Asie du Sud, faisant que certains plaident pour la notion qu'il pourrait y avoir une surmortalité de l'ordre de 4 millions en Asie et de 4 millions en Afrique, avec à peu près 400 000 morts attribuables à la résistance à ce moment-là dans nos régions comme en Amérique du Nord, par exemple. Alors, quel est le poids, comme on le connaît en Europe pour l'instant? L'ICDC publie chaque année son relevé. Il vient de sortir son relevé pour 2023. On estime qu'il y a à peu près 35 000 morts en Europe qui sont liées à la résistance, directement liées à la résistance aux antibiotiques. Et on le verra à nouveau, le sud et l'est. Ce sont les zones chaudes à tout point de vue, non seulement pour les problèmes climatiques que l'on sait pour l'instant, mais pour les problèmes de résistance, avec à nouveau un accent pour les grammes négatifs sur la résistance du Klebsiella pneumoniae tant aux céphalosporines de troisième génération qu'au carbapénème, et le fait que les objectifs de diminution de résistance qui avaient été fixés au niveau européen pour 2030 ont très peu de chances d'être atteints. On reprend Escherichia coli ici dans sa résistance au quinolone, mais vous voyez que effectivement, on ne peut pas dire qu'on est extrêmement efficace, puisque même dans nos régions, on sait qu'on a une résistance de l'ordre de 10 à 25 la France ici, qui n'a pas fourni de données pour 2023, il devait être occupé à d'autres problèmes politiques, je n'en sais rien, mais n'est pas un bon élève. Et donc, il ne faut pas croire que nous soyons moins bons que la France. La France a une couleur qui est beaucoup plus proche de celle de l'Italie ou de l'Espagne normalement. Elle est un petit peu dans cette continuité, mais on devine déjà que c'est peut-être déjà un petit peu moins bon dans cette partie-ci. C'est beaucoup plus marqué si on s'intéresse à la résistance du colis par rapport aux céphalosporines de troisième génération, puisque là, on se rend compte que c'est la zone Italie, Bulgarie, que vous voyez ici. On verra par la suite que Roumanie et Grèce ont la même problématique. Même si chez nous, en Belgique, on est un petit peu différencié parce qu'on dépasse tout juste le seuil des 10%. Et c'est à cause de ça qu'effectivement, on est dans une couleur qui ne flatte pas nos efforts éventuels. Heureusement, par rapport au carbapénème, l'Europe reste calme pour Escherichia coli. On a une résistance qui est de très bas niveau, de l'ordre de
peu de pourcents, entre moins de 1% et de 1 à 5%, mais on voit que ça commence à virer dans les mêmes foyers potentiels de résistance que sont l'Est et le Sud-Est de la Grèce, Bulgarie, Roumanie, par exemple, où les taux commencent à augmenter. Alors, si on prend le fameux Klebsiella, la bestiole qui pose probablement le plus de problèmes déjà maintenant et pour le futur, qu'on voit la résistance au céphalo troisième génération, ben, c'est caricatural, hein, c'est vraiment l'Est et le Sud au sens large du terme, où on a des taux de résistance, comme on disait, qui empêchent un emploi normalement raisonné ou raisonnable de l'antibiotique. Lorsqu'on a 50% de résistance, ça n'a évidemment aucun sens. Il ne faut pas attendre 50% pour que ça n'ait pas de sens, on est bien d'accord aussi. Klebsiella pneumoniae pour les carbapénèmes, eh bien là, c'est pas beau, hein, c'est pas beau. Si on voit la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce, ils ont plus de 50% de résistance. Et on sait que ici, aux soins intensifs ou ailleurs, dans nos hôpitaux, lorsque des patients reviennent de cette partie du monde, reviennent parfois aussi d'ailleurs d'Afrique du Nord, qui a à peu près le même taux de résistance, on a un risque important d'avoir des colonisations ou des infections par des germes résistants de type Klebsiella, entre autres, au C3 ou au carbapénème. Et globalement parlant, on a pratiquement 60% d'augmentation de résistance de 60% d'augmentation, excusez-moi, de Klebsiella pneumoniae résistant au carbapénème en quelques années, alors que le but était de diminuer de 5% pour 2030. Donc, on a toutes les chances de se planter complètement à ce niveau-là. C'est donc très problématique, tant pour les C3, on l'a vu, que pour les carbapénèmes, et entre autres, certaines souches hypervirulentes qui étaient très connues dans le sud-est asiatique, au niveau de la Corée, entre autres, qui donnent effectivement, entre autres, des abcès hépatiques et parfois des abcès disséminés au niveau de l'organisme, commence à être la souche ST23K1, commence à être résistante aussi au carbapénème, ce qui ne facilitera pas la lutte contre cela, et on l'a dit surtout dans le sud et le sud-est de l'Europe. Pseudomonas aeruginosa, un germe pas fréquent sauf en infection nosocomiale, eh bien vous voyez que là, à nouveau, la résistance au carbapénème, elle est totalement problématique dans des zones comme la Roumanie ou la Grèce que l'on voit ici, et c'est à nouveau une notion qu'on a très clairement depuis déjà de nombreuses années, et c'est une crainte, bien sûr, par rapport à l'extension potentielle dans le reste de l'Europe. Staph doré, bon, on a dit que le staph doré, on était relativement calme en Europe par rapport au reste du monde, où on a une augmentation des MRSA. Les politiques de lutte et d'hygiène, entre autres, au niveau des hôpitaux, ont permis de contenir dans nos régions mieux les choses que dans d'autres. Mais à nouveau, on retrouve ce gradient extrêmement clair et extrêmement à risque par rapport à l'Est et au Sud de l'Europe, si on compare le centre et le nord. Et MRSA, heureusement, globalement parlant, on est en diminution. On est en diminution sur toute l'Europe, même si on a des problèmes dans le sud et dans l'est, comme on l'a dit, de l'ordre de 20%, ce qui atteint ce qui était souhaité pour 2030 par l'ECDC, et probablement grâce aux politiques, effectivement, de meilleure gestion, faisant qu'on a peu de problématiques d'MRSA extra-hospitaliers, alors que les États-Unis et le Mexique, entre autres, ont réellement un problème de MRSA extra-hospitalier chez eux. Ceci étant, le staphylocoque doré est encore un agent majeur de septicémie. Et on a aussi une problématique sous-jacente très mal dominée de présence de MRSA chez les animaux. On sait que le porc, entre autres, est présent au niveau du groin, avec assez fréquemment une colonisation par des MRSA, et donc le risque de contamination tant des éleveurs que de la population par la suite existe, et il n'y a pas un bon suivi au niveau européen, très différent d'un pays à l'autre, il n'est pas bien contrôlé de ce qui est les MRSA chez différents types d'animaux. Le pneumocoque, alors le pneumocoque, on est ici devant les pneumocoques qui sont non sensibles, ça ne veut pas dire qu'ils sont résistants, ils sont de sensibilité intermédiaire, et on voit que heureusement là, le taux de résistance dans nos régions, et nous sommes à l'interface entre le monde du Nord, les non-latins, et le monde du Sud, les latins, hein, c'est la Belgique qui est ici, et effectivement, tu as l'interface entre un taux de résistance, ou plutôt de non-sensibilité totale faible, à un taux un peu plus important, qui est celui, globalement, j'ai envie de dire, des pays latins. On considère que la vraie résistance en Europe est de l'ordre de 2 à moins de 2%, donc c'est peu élevé. Je vous rappelle que la Corée et autres ont des taux de résistance de 20 à 30% dans certaines parties de l'Asie, et que la résistance au macrolide est quelque part entre 15 et 20%, et que là, justement, la vaccination joue certainement, enfin, je pense, un rôle. Alors, résistance, qu'il y a des tas de choses, on ne va pas les évoquer tous. Le monde est un village, on l'a dit, et ces charmantes bestioles qui vous regardent dans le blanc des yeux vous dit simplement qu'on sait que à peu près trois quarts de l'emploi des antibiotiques dans le monde est lié aux animaux. Aux animaux, pas pour guérir d'une petite plaie quelque part, mais pour les faire mieux croître, pour éviter une mortalité liée à des maladies qu'ils puissent avoir. Malheureusement, ça veut dire que dans l'alimentation animale,
dans la plupart des pays du monde, théoriquement plus en Europe actuellement, il y a des ajouts d'antibiotiques et pas forcément du léger. Puisque certains antibiotiques sont bien sûr réservés à l'emploi vétérinaire, mais ce sont les mêmes classes d'antibiotiques qu'on a chez nous. Ce sont des fluoroquinolones dont on saupoudre les élevages de saumon, par exemple. Ce sont des macrolides, et donc ça induit des résistances croisées dans un pourcentage élevé des cas. Et certains antibiotiques réservés chez nous à les infections extrêmement résistantes, comme la colistine pour des pyomultirésistants, par exemple, mais les plus premières résistances à la colistine ont été découvertes chez des animaux en Chine. Et le taux de résistance au Cambodge, au Laos et en Chine, chez des gram-négatifs de la volaille, par exemple, est particulièrement important et s'est diffusé par la suite de par le monde chez des germes différents. Et donc, lorsqu'on se met à employer les antibiotiques de la dernière chance humain chez des animaux, on aboutit à des expériences de démiurge dont on pourrait se passer. L'emploi, ben, normalement, il est banni en Europe depuis 2006. Je vous avoue, je ne sais pas exactement comment c'est contrôlé et si c'est bien le cas, mais de multiples pays, que ce soit pour les poissons, même pour les fruits de mer, semble-t-il, la volaille et le bétail, c'est le cas. On considère que dans l'est de l'Afrique, 30 à 50% des troupeaux ont des antibiotiques qui sont donnés à certains moments. Et donc, c'est une partie, on pourrait se dire, tiens, l'Afrique, eh bien, il n'y a pas, mais si, il y a des antibiotiques qui sont donnés à des animaux d'élevage dans une partie de l'Afrique, entre autres. Le problème, bien sûr, de l'antibiothérapie, c'est la balance entre si vous les employez trop tard, votre patient meurt, c'est pas le but, hein, normalement pour nous. Si vous les employez de trop, il y a l'émergence de résistance et ça rend les choses plus difficiles par la suite. Et donc, c'est cette balance qui n'est pas simplement celle de la justice, mais qui est celle de l'infectiologue, qui est celle de l'interniste, qui est celle du prescripteur au sens large du terme. Mettons des bons prescripteurs. En Belgique, ben, on sait qu'on n'est pas des très bons prescripteurs malgré toutes les campagnes qui ont été faites, puisque vous voyez ici qu'en 2016, dans des données européennes, ce qu'on appelle dans le Define Daily Dose, c'est un peu barbare, mais on va permettre ça de manière à comparer différents pays. Eh bien, vous voyez qu'à côté de pays comme la Suède, l'Estonie et les Pays-Bas, eh bien, nous sommes beaucoup plus proches, nous, de la Roumanie, la France et de l'Italie dans notre emploi des antibiotiques. Et donc, on peut certainement se dire qu'on en emploie de trop parce que je sache, les Estoniens ne meurent pas plus d'infections que les Belges. Et donc, il y a sûrement moyen de faire quelque chose dans notre emploi des Yves, antibiotiques. Oui, puisqu'on est sur la Belgique là, pardon. et qu'on voit qu'il y a un gradient, parce que le nord de la Belgique est plus près de la Hollande et le sud est plus près du sud. Est-ce qu'il y a des différences en prescription en Flandre Alors, je pense qu'on ne sait pas ça. Enfin, on ne sait pas ça. Je pense que je n'ai pas vu, moi, de données. Elles ont fait top secret, je suppose, si elles existent. Mais je n'ai pas vu de données qui nous disent clairement que la prescription de la province d'Anvers versus du Hainaut sont différentes. Parce que d'une façon générale, quand tu as toute une série de recommandations dans le domaine médical, on a l'impression que nos collègues du Nord sont quand même plus respectueux des consignes que la liberté du Sud. Bon, on l'a vu avec la vaccination Covid d'ailleurs, où c'était aussi assez clair qu'ils ont été plus performants. Moi, je n'ai pas vu de données. Je ne sais pas si quelqu'un en a vu. Je n'ai pas vu de données. Je ne sais pas si elles existent ou si c'est comme pour des données sur le genre et autres on s'abstient de les... Sous embargo. Sous embargo, oui, c'est ça, exactement. Mais on pourrait éventuellement y penser. On va dire ça comme ça, manière pudique. Alors, on sait bien sûr, et enfin, non, on est censé savoir, et nous sommes censés, et ce que nous faisons enseigner à nos étudiants, que l'antibiotique ne se donne pas simplement en couverture d'on ne sait pas quoi. Quand je dis en couverture, chez nous, c'est peut-être rarement le cas, mais je pratique un tout petit peu aussi à Bukavu à certains moments. Et le nombre de patients qu'on voit arriver parce qu'ils ont eu un malaise et qui ont une céphalosporine de troisième génération, plus une quinolone, plus trois autres médicaments parce qu'ils ont eu un malaise sans plus. Alors, je pense que ce n'est pas le cas chez nous, mais je pense qu'éventuellement, en pratique extra-hospitalière, il fut le cas il y a quelques décennies d'emploi d'antibiotiques, plus de couverture dont on ne sait pas très bien quoi. Que si on fait un antibiotique en extra-hospitalier dans notre pays, on a vu, en tout cas pour pas mal de germes, on a encore des taux de résistance relativement modérés et qu'il ne faut pas s'emballer vers des antibiothérapies trop larges pour des pathologies communautaires, y compris celles qui arrivent à l'hôpital pour des raisons de simplement impact sur un organisme plus débilité. Oui, Il y a des Yves, gens qui Yves, Pardon, prennent excuse-moi. de la couverture. non, 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 juste insister sur le fait que antibiothérapie empirique trop large dans les infections communautaires, ça reprend par exemple l'amoxicilline, clavulanate. Oui. C'est quelque chose que tout le monde a oublié, mais l'augmentin, c'est un large spectre.
Tout à fait. Et donc, c'est très souvent, en fait, le plus souvent, quand un confrère décide de traiter une angine, il met de l'augmentin, ce qui est une erreur. Oui, pour un streptopyogène, s'il y a un streptopyogène en dessous, c'est une aberration. Tout à fait. On est bien d'accord. Oui. Comme en sens inverse, traiter une péritonite extra-hospitalière qui arrive en choc à l'hôpital n'emploie pas un carbapénème parce que elle n'est pas en choc parce qu'elle a un germe résistant, elle est en choc parce qu'il y a un mécanisme physiologique qui fait qu'elle est entrée en choc, mais qu'elle a des germes qui n'ont pas de raison d'être nécessiter un carbapénème dans notre pays. Je ne dis pas en Grèce, où c'est totalement différent, bien sûr, mais dans notre pays, une couverture empirique large lorsqu'elle arrive à l'hôpital avec une infection d'origine totalement communautaire. C'est de documenter, hein, nous sommes capables de documenter, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays en voie de développement, et c'est un des gros problèmes parce que quand vous essayez de donner cours en Afrique ou ailleurs ou basé sur l'épidémiologie qui est nul la plupart du temps, donc vous ne savez pas du tout ce que vous racontez et ce que vous racontez a un sens ou pas, et eux ne savent pas du tout contrôler ce qu'ils font au point de vue de la véracité de l'aspect exact de leur antibiothérapie. A contrario, on ne demande pas de documenter une infection jusqu'au moment où le patient en sepsis est déjà mort. Hein, c'est pas le principe. Il faut effectivement traiter adéquatement des infections qui sont sévères et surtout éviter cette escalade anarchico-émotive, comme j'ai mis ici, d'antibiotiques successifs parce qu'au bout de 36 heures, le patient ne va pas encore suffisamment mieux. Et on arrive ainsi à ce fameux iceberg que vous connaissez tous, lié d'une part au fait qu'il y a une base de résistance qui peut exister par des mutations, simplement par une sélection naturelle des choses, qui se trouve confrontée à l'emploi inapproprié, diffus des antibiotiques ou des compliances variables des patients, aboutissant finalement à ce qu'on vient d'évoquer, les fameux superbugs Klebsiella multirésistants, mais avec tout ça qui nous attend et qui doit encore émerger de l'eau un moment ou l'autre et dont nous pouvons essayer en tout cas de diminuer la masse sous-jacente. Donc, on a besoin de vous. Et comme on a besoin de vous, on va passer maintenant à Jean qui va vous donner la solution miracle. Non, il ne l'a pas malheureusement. Merci beaucoup, Yves, pour cette superbe présentation. Moi, je vais être beaucoup plus schématique et moins exhaustif. Effectivement, un petit mot, tu vois, même comment la résistance aux antibiotiques peut apparaître, c'est extrêmement simple parce que pour le problème d'acquisition et de transmission de résistance des bactéries aux antibiotiques c'est une connaissance qui est vraiment, et des notions qui sont vraiment très, très compliquées. En gros, les gros modes d'acquisition de résistance ou de résistance que la bactérie a face à tous ces méchants antibiotiques qui ont chaque fois des cibles bien particulières. La première chose, c'est que la bactérie peut inactiver l'antibiotique en fabriquant des enzymes. C'est le plus classique, hein, c'est simplement, donc la bactérie va fabriquer des enzymes, entre autres de bêta-lactamase, et on va en dire un mot juste pour le mentionner dans un instant, ou toute une série d'autres enzymes. Ça, c'est un mécanisme de défense de la bactérie qui est un mécanisme classique. Une autre possibilité, c'est modifier la cible de l'antibiotique. Il est évident que si par des mutations, on peut modifier la cible, ben, l'antibiotique sera plus s'attacher sur sa cible et donc n'aura plus aucun effet bactéricide. Une autre manière de rentrer, d'agir, la bactérie peut, par différents mécanismes, perdre sa perméabilité. Donc, non seulement l'antibiotique aura donc plus difficile à se concentrer, à pénétrer dans la bactérie pour exercer son action et tuer la bactérie. Une autre façon de faire très élégante, en fait, ce sont les pompes d'efflux. Et donc, on arrive à des systèmes où en fait l'antibiotique parvient à rentrer difficilement dans la bactérie et est directement rejeté dehors par des systèmes qui d'ailleurs consomment de l'énergie, mais la bactérie ne va pas se laisser submerger par l'antibiotique et donc l'antibiotique n'a même pas le temps d'agir. Il rentre dans le cytoplasme, il est éliminé par des pompes d'efflux. Juste, on va pas rentrer dans tous ces détails, c'est vraiment exemplatif. Juste un exemple, là, les bacilles gram-négatifs qui sont souvent donc produisent des bêta-lactamases qui vont donc hydrolyser le noyau bêta-lactame. Et le résultat de ça, cette molécule cassée, brisée, ne reconnaît plus sa cible à la surface de la bactérie et donc sera incapable, elle aura perdu toute son efficacité. Juste, il y a toute une série de classes de bêta-lactam, je ne rentre pas du tout dans les détails. Dans cette grande famille, il y a aussi évidemment les céphalosporinases pour les céphalosporines et les carbapénémases pour les carbapénèmes. Simplement vous signifier, vous rappeler qu'il y a grosso modo deux modes aussi de transmission de ces mécanismes de résistance par fabrication d'enzymes qui peuvent être donc chromosomiques ou plasmidiques et donc ça peut passer d'une bactérie à l'autre.
Les antibiotiques jouent un très vilain rôle et donc vous avez vu l'épidémiologie qui n'est pas rassurante du tout, mais en fait, par une manière très simple, et c'est un cartoon très simple aussi, si vous avez dans un foyer toutes des bactéries qui sont sensibles, donc des souches sensibles à beaucoup d'antibiotiques. Puis il y en a une qui a eu la chance ou la malchance d'avoir des gènes de résistance, que ce soit chromosomique ou plasmidique. Si vous mettez un antibiotique qui va tuer toutes ces bactéries-là, ben, la bactérie résistante a toute la place pour se multiplier. Et c'est donc à cause de l'exposition aux antibiotiques que l'on va sélectionner et donner meilleure vie et descendance à la souche qui est résistante. Donc, c'est tout l'intérêt, ça illustre vraiment tout l'intérêt qu'il y a absolument de, comme Yves le disait il y a un instant, d'utiliser avec parcimonie et avec beaucoup de réflexion les antibiotiques uniquement quand on en a besoin et d'utiliser les bons antibiotiques. Alors, les solutions, ça va malheureusement aller très rapidement. Je vais aussi vous les passer en vue, mais très brièvement, parce que euh, je pense qu'il y a des solutions qui partent un petit peu dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la solution miracle et on ne l'aura pas avant longtemps. Alors, quand on a un outil qui fonctionne plus bien, euh, on essaie de le changer un peu pour de s'en servir de manière différente. Optimalisation de l'utilisation des antibiotiques. Je vais montrer un exemple très bref. Perfusion continue versus perfusion discontinue sur une base théorique sensée. Haute dose, parfois d'antibiotiques. On peut aussi essayer éventuellement de prendre un deuxième outil, donc de faire des combinaisons d'antibiotiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des milliers de papiers de toutes les combinaisons possibles et imaginables. C'est pas le but de cette réunion de ce midi. Je citerai un ou deux nouveaux antibiotiques. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Et alors, un petit mot sur les bactériophages, qui sont, qui ont été considérés depuis quelques années comme une piste d'avenir, vraiment une piste d'avenir, mais dont l'efficacité risquerait de ne pas être de longue durée. On va parfaire toute la théorie du PKPD, mais brièvement, quand on injecte un antibiotique dans le sang, voilà sa concentration sérique au fil du temps, voilà la courbe. Il y a enfin, vous avez tous appris ça et vous en rappelez tous évidemment. Globalement, il y a trois types de paramètres importants, trois types de familles d'antibiotiques pour lesquels certains paramètres sont importants. Les antibiotiques temps dépendants, c'est les bêta-lactams, c'est les pénicillines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la concentration dans le sang soit supérieure à la concentration minimale inhibitrice représentée en pointillé ici pendant un temps suffisant. Un temps suffisant. Donc il faut avoir pas énormément d'antibiotiques, il faut avoir une concentration suffisante au-dessus de la CMI, mais pendant longtemps. À l'inverse, c'est l'opposé, c'est vraiment l'exemple type des aminoglycosides. Il faut un rapport concentration dépendant. Ce qui compte pour un aminoside, c'est pas qu'il y en ait pendant longtemps un petit peu ou une dose modérée, c'est qu'il y en ait beaucoup. Donc, il faut avoir un pic très important pendant peu de temps. D'autant plus qu'après ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, après ça, grâce à l'utilisation des aminoglycosides, on a ce qu'on appelle un effet un post-effet, c'est-à-dire que une fois que l'aminoglycoside a été éliminé du sang, il va encore continuer à agir sur la bactérie. Alors voilà, ça, c'est juste pour que vous regardiez ceci. C'est quoi? Ça, c'est une grande méta-analyse, une revue systématique faite par Falagas il y a déjà quelques années, c'était en 2018, où il reprend simplement, dans un cadre d'infection sévère de choc septique à Pseudomonas aeruginosa, il a comparé selon que l'on utilisait des antibiotiques de manière continue, enfin prolongée, perfusion prolongée versus perfusion pas prolongée du tout. Et ce que vous voyez, c'est toutes les études, qu'il s'agisse d'études faites avec les carbapenems, des bêta-lactams et des inhibiteurs de bêta-lactamase, des céphalosporines, on voit que globalement, la majorité des études montrent qu'il y a un petit avantage. C'est pas énorme, mais sauf cette étude-là, sinon dans toutes les autres études, on voit qu'il y a un petit avantage en faveur de la perfusion prolongée. Et donc, ça confirme en fait ce que je vous ai expliqué juste avant. Il faut que on ait une concentration suffisante pendant un temps suffisant pour être actif.
Un autre exemple, c'est vraiment un exemple. Ça, c'est une étude qui a été faite par Fabio Tacon, publiée en Critical Care avec François Laterre, Daniel Debacker, Jean-Louis Vincent, Frédéric Jacob. C'est l'usage le dosage d'amicacine. Vous savez que l'amicacine, c'est un aminoglycoside extrêmement puissant et qu'on a beaucoup discuté sur la dangerosité, la toxicité et sur le lien qui aurait aussi entre l'efficacité et la dose, la posologie utilisée. Ça, c'est une toute petite étude prospective multicentrique qui a été faite il y a une dizaine d'années, 74 patients. Donc, c'est simplement de la pharmacocinétique, en fait. Et qu'est-ce qu'ils ont vu sur ces 74 patients à qui ils ont fait donc des dosages de pharmacocinétique? On se rend compte qu'une première dose d'amuquin supérieure à 25 mg kilo, avant on mettait du 5 mg kilo 3 fois par jour, hein, ce qui n'avait absolument aucun sens. Puis on est monté à 10, on est monté à 15. Et donc, ici, dans cette étude, chez des patients qui étaient en choc septique, c'est important parce qu'ils ont donc un volume de distribution élevé. Une première dose d'amicacine supérieure ou égale à 25 mg kilo est nécessaire pour avoir une concentration thérapeutique. Mais quand vous voyez le nombre de patients ici en ordonnée, en abscisse, le pic obtenu d'aminoglycosides, vous vous rendez compte que ceux-ci, ces deux groupes-là, ont un pic qui est non thérapeutique. Donc, même en mettant une forte dose chez ces patients en choc septique, supérieure à 25 mg kilo, malgré ces doses, la concentration reste inutile, infrathérapeutique dans un tiers des cas. Voilà, c'est une autre façon d'essayer d'utiliser ce qu'on a et de faire le mieux avec ce qu'on a, malheureusement. Alors, combinaison d'antibiotiques, on ne va pas non plus sortir toute la littérature. Ben oui, si on a des armes qui ne sont pas très efficaces, ben on va essayer d'en prendre deux. Peut-être qu'en tirant de deux fanières différentes ou sur deux cibles différentes, on va être un petit peu plus actif que si on ne tire que sur une seule cible. Il y a énormément de controverses, il y a énormément d'études parce que parfois, le danger, c'est que ces deux antibiotiques ont en fait la même cible. Et donc, en mettant deux antibiotiques qui ont exactement la même cible, on ne gagnera évidemment rien. Voire même des papiers ont montré que parfois, il y a un antagonisme. Et donc, ça ne sert à rien de mettre un antibiotique qui va, par exemple, perturber des synthèses protéiques et donc perturber, en fait, la fabrication de la cible sur laquelle doit venir se greffer l'autre antibiotique. Donc, c'est parfois plus subtil que ça. Mais faute de mieux, on fait avec ce qu'on a. Et voilà, ça c'est juste un exemple de toutes les études faites. Donc c'est un sujet qui est pas à la mode, mais qui est très développé et qui continue à être intéressant. C'est de voir qu'est-ce qu'on pourrait associer. Donc on teste un petit peu comme un apprenti sorcier. On teste, par exemple, contre la Cystobacter baumannii, dont il va rappeler que que ça devenait un enjeu majeur dans le monde entier. On teste des colistines, carbapénem, même avec de la rifampicine, avec de la tigécycline, enfin, toute une série de combinaisons différentes, idem Klebsiella idem Pseudomonas aeruginosa. Vous voyez qu'on teste toute une série de combinaisons en se disant, en espérant trouver la combinaison qui sera meilleure que les autres. Juste une revue systémique, mais je crois que je vais passer. Ça, c'est une revue qui date déjà de 2013. Vous voyez, donc ils cherchent depuis longtemps. Oh, pardon. Ils cherchent depuis longtemps. Et dans cette revue-là, en fait, il y a une méta-analyse pour la synergie in vitro des polymyxines associées à des carbapénem et entre autres sur l'Acinetobacter baumannii, on voyait que cette utilisation donc d'une combinaison du carbapénem et d'une polymyxine menait à au développement moindre de la résistance in vitro évidemment et que donc il y avait un moindre risque de développement in vivo aussi. Alors, voyons quand même les bonnes nouvelles. Alors, les bonnes nouvelles, je tempère un petit peu parce que nouveaux antibiotiques, il y a pas encore beaucoup de véritables nouvelles classes d'antibiotiques ou de nouveaux antibiotiques. Et c'est ça le problème. Je ne vais pas illustrer, mais c'est parce que l'investissement fait pendant les 20-30 dernières années, l'investissement fait dans la recherche pour mettre au point les nouveaux antibiotiques est tombé à zéro. Puisque la majorité de ces firmes ont préféré investir dans des hypocholestérolémiants et ce genre de choses-là, dans des traitements chroniques qui sont bien plus rentables. C'est l'éternel problème. Alors, un exemple, voilà l'exemple. Ceftazidime, Avibactam, c'est commercialisé chez nous, hein, vous en avez peut-être déjà utilisé. Le Zavicefta, ben c'est quoi? Ben c'est une vieille céphalo, je me permets de le dire, c'est quand même une vieille céphalo. Elle a quoi, Yves? 40 ans? Non, 30 ans? Oui, elle, ouais, 40 ans.
Ben, tout ce qu'on a fait, et c'est déjà bien, mais c'est qu'on a trouvé un autre inhibiteur de bêta-lactamase. On s'y tient en combinant une vieille céphalo avec un autre inhibiteur de bêta-lactamase. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que on récupère donc en vert, c'est les, les bactéries qui sont porteuses de ces mécanismes de résistance, ce type de sérine-là, ce type de pénicillinase, etc., ou de carbamidase. Eh bien, ces bactéries-là vont quand même être tuées alors qu'elles ne devraient pas l'être. Par exemple, celles-ci, eh ben, elles ont de quoi hydrolyser la céphalosporine, mais non, l'avibactam va les empêcher de le faire et donc cette association est active. On teste au labo d'ailleurs les associations Zavi-Cefta et aussi d'ailleurs avec d'autres, en combinaison avec d'autres antibiotiques. Mais bon, c'est une vieille molécule avec un nouvel inhibiteur. Une autre façon de faire, c'est de prendre un vieil inhibiteur et de l'associer à une nouvelle, enfin, relativement nouvelle céphalosporine, la ceftalozane. Même chose, on obtient, on récupère une activité sur des bactéries qui étaient porteuses de mécanismes de résistance par destruction enzymatique. Voilà. Ben donc ici, on a remis au goût du jour un vieil inhibiteur mais qu'on a associé non pas à la pipéracilline, mais à la ceftalozane. Un petit mot, parce que je ne vais pas tous les passer en revue, mais un petit mot sur cette molécule-là qui est une molécule intéressante et j'aurais pu vous parler de l'expérience qu'on en a eu ici. Le céphidérocol, alors c'est une céphalo quand même, mais alors elle a un mode d'action qui est très particulier puisque le céphidérocol, c'est une céphalo qui va entrer vraiment comme le cheval de Troie dans la bactérie, ou en tout cas dans l'interstice entre la membrane externe et la membrane interne. Le, les bactéries ont besoin de fer, elles ont vraiment besoin de fer pour se multiplier et survivre. Eh bien, cette céphalosporine donc, va se chélater au fer, en fait, se chélater à des sidérophores, qui sont des petites molécules que la bactérie utilise pour attraper le fer et le faire rentrer dans l'espace cytoplasmique. Eh bien, le céphidérocol est capable donc de se chélater au fer et donc va être, hop, va rentrer dans la bactérie grâce à ce mode-là. Fait le taux de résistance. Évidemment, comme c'est un mode d'action totalement différent, absence de réaction croisée, de résistance croisée avec les autres céphalos, et donc une activité sur des germes qui ont des productions de carbapénépase de tout type. Donc, c'est une molécule qui est extrêmement intéressante parce que son mode d'action est différent. Juste un petit mot, c'est très bref pour vous signaler. Ces trois-ci, je n'en parle pas. Ils ne sont pas encore disponibles en Belgique. Ils sont commercialisés en France depuis déjà un petit bout de temps, au moins 2 ans, je crois. Mais ici en Belgique, on n'en entend pas parler. Le coût quotidien, que ce soit le patient qui paye ou l'inami, c'est pas ça le propos. Le Zavi-Cefta, un jour de traitement, c'est 630 euros. Zerbaxa, 510. Vaborem, 400. Donc, c'est quand même, ce sont des coûts qui sont non négligeables pour un traitement sévère. Vous multipliez par 7, vous multipliez par 10, on arrive quand même à des frais médicaux qui sont extrêmes. Alors, je vais terminer avec un tout petit mot sur les bactériophages, parce que je crois que j'ai jeté. Ouais, non. Donc, ces bactériophages, en fait, c'est le virus des bactéries. Pardon. C'est le virus des bactéries. On considère que ces bactériophages sont sur la Terre depuis que les bactéries sont sur la Terre, donc ça fait quand même des milliards d'années. Et ce qui est formidable, c'est que donc ce petit virus, le bactériophage, va s'attaquer aux bactéries de manière extrêmement sélective. Alors, peu importe la structure, c'est un tout petit virus à ADN qui a décroché ici, qui va reconnaître la surface d'une bactérie bien précise. Donc, un bactériophage va cibler une bactérie. Une fois que c'est fait, il va s'accrocher, il va s'ancrer profondément et en fait injecter son ADN. À partir de là, ben, c'est comme tout virus qui affecte une cellule, en l'occurrence ici une bactérie. Une fois que le bactériophage a injecté son ADN, celui-ci va être évidemment traduit et se transformer en protéines et de quoi fabriquer des nouveaux bactériophages qui vont alors provoquer évidemment la mort de la bactérie et ces bactériophages
peuvent alors être libérés et repartir à la chasse aux autres bactéries. Alors c'est quand même formidable parce que c'est évidemment un mode d'action totalement inédit. Ça n'a rien à voir avec des traitements chimiques comme les bactéries. Il y a une sensibilité qui est vraiment particulière, une spécificité qui est particulière. La production est difficile, mais c'est quand même un outil et on a pu démontrer, entre autres, nos collègues de l'Institut de l'hôpital militaire qui sont une référence en la matière, ou en tout cas la référence en la matière en Belgique, ont pu démontrer que ça fonctionnait chez l'homme aussi. Donc, avantage, il y a une spécificité élevée de l'hôte, puisque ce bactériophage, c'est pas un virus qui va attaquer les cellules humaines, il n'infecte que des souches de bactéries et des souches spécifiques de bactéries. Ça n'a aucun effet sur la flore normale. Il n'y a pas d'effet secondaire ou quasiment jamais d'effet secondaire, pas d'allergie. Même s'il y a une forte densité bactérienne, il n'y a pas de risque d'acquisition de résistance à ce stade-ci. Et donc, il y a pas de risque que une résistance bactérienne n'apparaisse rapidement. Le mécanisme, comme je vous l'ai dit, il est différent de celui des antibiotiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a essayé et qu'on essaie encore de faire une synergie, puisque ça agit totalement différemment. Utilisons en même temps un antibiotique et des phages. Ça amènera quoi? Le phage va, sans stimuler, sans augmenter la résistance des bactéries, il va diminuer la densité bactérienne. À partir du moment où il y a moins de bactéries, l'efficacité de l'antibiotique, on peut espérer, sera supérieure. Et surtout, il y a une diminution de pression de sélection. Et donc, diminution de risque de résistance encore plus grave à l'antibiotique. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir utiliser moins d'antibiotiques et moins longtemps. Oui, on peut les trouver dans les eaux usées, je vais passer. Et je voulais juste, si vous avez encore un mot, dire un petit mot sur l'usage des vaccins, parce que tu l'avais mentionné, Yves, et effectivement, euh, en fait, l'usage des vaccins, c'est une arme efficace pour lutter contre la résistance bactérienne. Parce qu'il est évident que plus on vaccine, moins il y aura d'infections virales, par exemple, qui font le lit de cette infection bactérienne, donc moindre emploi des antibiotiques, évidemment. Et ça concerne uniquement les vaccins dirigés contre des virus, mais il y a tous les vaccins antibactériens qui sont très, très importants. L'OMS estime qu'actuellement, des vaccins pourraient déjà épargner 500 000 vies par an en réduisant évidemment l'incidence des infections, hein, et la transmission des pathogènes. C'est l'effet au sein de la communauté, c'est la herd immunity, et l'emploi des antibiotiques et donc l'évolution vers la résistance. Il y a le vaccin actuel sur en phase 3, une couverture adéquate donnerait, on estimerait qu'en fait, ça donnerait en fait une réduction, ça permettrait une couverture adéquate, donc une réduction de 106 000 décès pour les vaccins actuels et 135 000 pour les vaccins en phase 3, dont 27 000 pour le pneumocoque. Vous savez que maintenant, on a des vaccins contre le pneumocoque qui sont beaucoup plus actifs que ce qu'on avait avant. Le Prévenard 20 est quand même maintenant le meilleur vaccin et on en aura bientôt un autre. Et je crois que je vais en rester là. Merci Jean, merci Yves. Je crois qu'il reste un petit peu de temps pour la discussion. Questions, commentaires sur le chat. Brigitte. Oui, quand je vois les courbes de l'augmentation de la résistance en Amérique du Sud, la question du One Health est quand même très importante. Il y a toute cette discussion en Europe de l'importation de la viande qui est traitée par antibiothérapie, alors que ici, en Belgique et en Europe, c'est interdit. Est-ce que tu peux... Non, mais je pense que c'est un des points qui n'est pas spécialement souligné par les éleveurs et autres. Je pense que ce n'est pas un point qui est repris, mais c'est un des points, je pense, qui peut être repris. C'est ce risque sous-jacent d'apparition de matériel ici porteur de microbes qui pourrait être un point de départ A. Et donc, je pense que c'est un argument qui n'est pas très fort employé contre la politique du Mercosur. Je dis pas qu'il faut pas signer le Mercosur, c'est pas ça la question. Mais je veux dire, c'est une problématique qui existe effectivement, cette bombe bactériologique potentielle transmise par des éléments de volaille et de bœufs ou autres qui seraient importés d'une zone à l'autre. Tout à fait. Mais je n'ai pas d'autres notions. Mais je pense qu'effectivement, c'est une vraie problématique sous-jacente quand on voit ce qu'on estime être dans le futur l'émergence des résistances, entre autres particulièrement accentuées sur l'Amérique latine.
Oui, Jean-Christophe, tu lèves la main, tu peux mettre ton micro. Par rapport à la tuberculose, pourquoi est-ce que nous avons arrêté de vacciner contre la tuberculose? Bon, je pense qu'on attend essentiellement, comme tu sais, les démonstrations d'activité, historiquement parlant, sont essentiellement sur les formes de type miliaire et méningite chez les enfants, pas forcément bien nutris de pays en voie de développement. Là, les notions sont extrêmement claires. Il y a eu pas mal de discussions en dehors de l'effet immunostimulant qui a été discuté d'ailleurs à l'époque du Covid aussi, du BCG. Il y a eu pas mal de discussions concernant le réel impact, entre autres sur la tuberculose pulmonaire classique de nos pays, avec plutôt une tendance à dire que l'impact n'était pas du tout évident. C'est d'ailleurs pour ça, entre autres, que les Français qui étaient extrêmement BCG sont devenus BCG seulement très focalisés sur certains types de leur population. On attend beaucoup mieux et on a vraiment un espoir de plus en plus important avec d'autres antigènes maintenant pour les années qui viennent. Il y a plus de 10 ans qu'on espère avoir un vaccin convenable, mais des phases 1 et de phase 2 font penser maintenant que certains vaccins auraient vraiment un effet protecteur, y compris sur la tuberculose pulmonaire classique de M. Tartampion. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est vers là que l'on va, et c'est un des plus gros espoirs de l'OMS concernant la lutte contre la tuberculose et contre la tuberculose multirésistante, qui est bien un des exemples que l'on a, entre autres en Afrique du Sud, hein, entre autres la co-infection HIV, BK multirésistant. On espère vraiment que ces vaccins vont permettre d'inverser les choses. Il faut encore quelques années, mais ça ne semble plus un espoir fou. OK. Non, c'est peut-être une bête question, mais est-ce qu'on mesure les bonnes choses pour essayer de voir les impacts des mesures qui visent à contrôler la résistance, en particulier quand on utilise des antibiotiques, l'effet sur la flore commensale, sur le microbiote, sur les germes qui peuvent conjuguer, changer leur matériel génétique, etc. Je n'ai pas la réponse définitive, évidemment. Je crois que peut-être qu'on ne connaît pas encore suffisamment bien les subtilités du microbiote que pour pouvoir en avoir des analyses extrêmement précises. Je crois que ça, c'est peut-être une première partie de la réponse. Mais effectivement, je pense il nous manque des marqueurs simples. Et quand on revient d'Inde ou d'un pays du Sud, on reste colonisé pendant une période qui est pas longue, et parfois 6 mois, mais on finit par s'en débarrasser, entre guillemets. Donc il y a quand même quelque chose de mouvant dans ce portage qui devrait être investigué, je pense, pour pouvoir essayer de comprendre comment se débarrasser de cette multirésistance. Oui, et peut-être donc se focaliser aussi sur des études faites sur le temps, sur un temps beaucoup plus long. Tu as sans doute entendu qu'il y a quelques semaines que dans les bilans avant de partir en voyage, la prescription d'azithromycine au cas où avait été supprimée, hein. Ça ne fait plus partie des recommandations parce qu'on s'est rendu compte que tout ce que ça apportait, c'était une augmentation de la résistance aux macrolides. Oui, mais c'est ça que je voulais dire, effectivement. C'est que ces données du Nord, Suède et Finlande, montrant que si tu es porteur revenant d'Inde, tu ne prends pas d'antibiotiques, tu t'en débarrasses en quelques semaines à quelques mois et que tu as plutôt tendance à le garder pendant plus longtemps si, pour une raison ou une autre, tu prends des antibiotiques parce que tu as une angine que tu penses être un streptocoque et que tu prends quelque chose. Donc, effectivement, ce portage va être vaincu sans doute par notre microbiote lorsque nous sommes en steady state sans rien, avec des facteurs intervenants comme les antibiotiques. Ce qu'on risque essentiellement, c'est de prolonger ce portage en foutant en l'air le microbiote et avec toutes les limitations concernant la complexité du microbiote et de son rôle, hein. Maintenant, il y avait une question sur le chat, l'impact de prescriptions abusives et fautives, je dirais, de cocktails antibiotiques dans les limes longs. Alors, Il voilà, y a pas assez de lime long pour que ça soit important, je pense, dans le monde, par rapport à l'emploi aberrant d'antibiotiques pour d'autres raisons. Ben, c'est parti, ces cocktails de mélange d'anti-candidats, d'antibiotiques et d'anti tout ce qu'on voudra. Oui, mais je pense que l'impact, il est nul. Je te dis, ce qui est frappant, c'est que non seulement chez nous, mais typiquement en Afrique, et je parle à de Bukavu, le nombre de patients que tu vois arriver qui n'ont aucun signe d'une infection bactérienne et qui ont 2 antibiotiques qui sont donnés donc en intraveineux, ben là, effectivement, le problème est, et donc le monde est un village à tout point de vue. Je ne jette pas l'opprobre sourd, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais il y a là effectivement un entretien potentiel du problème de résistance qui dépasse ce qui doit exister, c'est de l'antibiotique pour du lime, hein, pour des prunes, pour les longs limes.
je me permets d'ajouter, parce que des patients comme ça, je pense qu'on en a tous deux par semaine, deux nouveaux Hmm. par semaine, qui prennent effectivement des mois de traitement, des mois de traitement. Ils sont à 6 mois d'une quinolone, avec en plus ça de la malarone et un petit peu d'ivermectine. Pour le Lyme long. Oui, oui, Ah ouais, ah oui, d'accord, c'est d'accord. terrible. Plus évidemment des macrolides, etc. Moi, mon point, c'est que d'abord, un, évidemment, tout le monde sait que ça ne repose sur rien. Hmm. Deux, qu'il y a donc des médecins, des confrères qui en font leur profession, leur unique profession. Et trois, que je ne comprends pas, avec les outils informatiques extrêmement puissants que les mutuelles ont, comment ne peuvent-elles pas déceler et dénoncer, ou en tout cas interroger ces prescripteurs? Ils ont l'information en live. Online, sur le Lyme. Oui. Online, oui. Non, je crois que tu as raison. Ben, les données que vous avez exposées ici étaient des données très macro. Mhm. Euh, en fait, le macro, c'est une somme de micros. Et donc, il faudrait voir chez nous qu'est-ce qu'on peut faire individuellement. Et je pense qu'il faut, il faut, On fera un voilà, séminaire là-dessus. on fera un séminaire là-dessus, hein, Les pour les voilà. point of Oui, c'est ça. care, les Ouais. OK. antigènes, des tas de trucs de ce Et donc, style-là. on fera un séminaire là-dessus. Et je pense aussi, dans le cas de ce séminaire-là aussi, probablement qu'on prescrit trop vite des antibiotiques, je dirais, dans une situation manifestement infectieuse, mais où il n'y a pas un drame sous-jacent qui, qui en fait permettrait d'attendre, d'identifier le germe et de donner le bon antibiotique. Et donc, il y a aussi de voir la prescription d'antibiotiques dans une maladie infectieuse, comment est l'hôte, est-ce qu'il est âgé, diabétique, etc. Et dans ce cas-là, il est légitime de mettre un traitement probabiliste. Et dans des situations différentes, on a le temps d'attendre 24 heures C'est pour ce voir que ce les qu'il en est. pédiatres ont appris avec c'est ce que les pédiatres ont appris avec la prescription différée, entre autres, hein. C'est les otites qui n'ont pas besoin d'antibiotiques forcément, mais chez certains enfants, au bout de quelques jours, la situation ne va pas mieux. C'est probablement là un pneumocoque qui est plus invasif qu'un hémophilus qui partira tout seul, pour simplifier un peu les choses. Et le patient avec la prescription en main n'a pas besoin de retourner, mais va. Je pense qu'entre autres, ça, c'est une des choses qui pourrait être faite. OK, mais donc voilà, tu as annoncé un grand tour suivant, hein, qu'on passera du macro au micro et avec les recommandations individuelles. Et donc là-dessus, merci beaucoup à Yves et à Jean, aux intervenants, et bonne fête de fin d'année. Et le cycle 2025 est en bonne préparation.